À vrai dire, j'ai commencé à tailler du bois dans des conditions assez particulières. J'étais au ministère de la Justice comme éducateur. Et comme c'était en 48 ou 49, une bonne partie du personnel était composée par les gardiens de la vraie pénitentiaire, les matons. Et nous étions, nous, dans une autre vision du problème. Et quand j'ai vu, au bout de quelque temps, qu'il n'était pas possible de faire évoluer ce système, je me suis dit, je vais repréparer le professorat. Or, pour le professorat d'éducation physique, il y avait une connaissance de l'anatomie assez poussée. Or, imaginez un cubitus, des articulations de vertèbres sans avoir de squelette, et donc j'ai taillé du bois. Et ensuite, j'ai été reçu, c'était un coup de chance, enfin bref, j'ai été reçu, je suis rentré à Joinville, et là j'ai rencontré un de mes vieux amis qui, lui, connaissait Salomé Vénard. Et en rentrant dans l'atelier de Salomé Vénard, j'ai regardé de la sculpture. De dire, ah, c'est ça. Et je n'avais jamais regardé une sculpture avant. Pas plus celle que j'avais gagnée. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf lentement dans les brouillards d'automne qui cachent les hameaux pauvres et vergogneux. En s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Ah, l'automne, l'automne a fait mourir à l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. Car en ces temps où les vertus de feintise et de dissimulation sont si fortes à la mode, je les hais capitalement et elles témoignent de bassesse de cœur et de manque de courage. Je me suis dit Montaigne, mais oui. Et depuis 25 ans, 30 ans, j'ai toujours un Montaigne à portée de la main et surtout en le lisant tout à fait dans les traverses. Ah, il est midi pile. Ça, c'est les heures syndicales, non? Mais midi moins le quart. Non, mais des choses comme ça, par exemple. Oui. Ça c'est beau, ça. Œuvre de jeunesse, tout ça. Récupéré. Non, non, ça c'est l'autre. Bougez pas. Là. Là. Ben, vous le virez là. Ouais. Presque dans les premières sculptures que j'ai faites, ça. Je vais lui mettre la tête un peu au soleil. Lui, il n'a pas vu le jour depuis longtemps. Oui, non, mais ça, et même d'ici, il est pas mal. Hein. Ça doit être des années 55, et un peu dans l'idée d'un de mes amis sculpteurs du Guatemala, qui avait fait un faucheur, comme ça.
Et moi j'avais pensé que... Vous voyez, avec le poisson là. Ah, bon, allez. Allez, on va arrêter, il va falloir le remettre en place après. Je crois qu'il faut traiter un portrait de façon forte dans un rapport humain et plastique. Il y a des gens que j'aime bien et qui n'ont pas une tête à être taillée. Parce que je ne fais pas de portrait en terre, moulé, agrandi. J'ai le bloc qui va correspondre à ce personnage. Par exemple, j'ai fait un portrait de Pierre-Emmanuel. Il venait poser, etc. Il y a des roses là qui sentent très bon, mais là elles sont tout à fait en hauteur. Hein. Et là-bas aussi il y a des roses, enfin il y en a partout. Il y a un portrait, enfin un truc. Et là, tout ça c'est plein de sculptures, hein, avec des albâtres, des onyx. Il y a du fourmi. Bon. Dépêchons-nous parce qu'il y a un collège à côté et ces chers petits vont bientôt être en récréation, ce qui perturbe l'enregistrement sonore. Un jour, quelqu'un qui passe ou repasse à l'atelier parce que des années font qu'on a une certaine relation, et elle avait été faire un stage chez un autre sculpteur qui lui avait posé la question « Qu'est-ce que tu as appris chez Coutel ?» Et elle a répondu « Ah, chez Coutel, j'ai appris à vivre. » Moi, ça me semble dans la ligne de « Je n'enseigne pas, je raconte ». Je crois que la sculpture, comme je n'aime pas beaucoup le mot art, mais enfin, il y a une nécessité de communiquer avec les autres, un peu dans le sens de Montaigne, qui ne vit aucunement à autrui, ne vit guère à lui-même. Toute la science humaine doit servir à la nourriture, c'est-à-dire à l'instruction et à l'éducation des enfants. Il n'y a qu'à voir les enfants spontanément qui cherchent à faire quelque chose. Et moi, de ce côté-là, je continue de faire, par exemple, je fais une parure pour des cheminées, des chenets de cheminée. Alors, cette parure de chenet vient d'un plomb que j'avais travaillé et qui, lui, a été fondu en bronze, et c'est qui me permet d'avoir une forme. Donc à la limite, c'est même une chose qui pourrait être taillée, parce qu'il y a des tas de variantes possibles dans les matériaux. Un matériau implique tel et tel caractère, et ça, ce n'est pas du modelage, c'est de la taille. De même, les bijoux que je fais sont des bijoux qui sont taillés, soit dans des petits ivoires, soit dans des pierres dures, soit dans des choses comme celle-là. Mon Victor Hugo est une assez longue histoire parce qu'en 82, il y avait eu une décision de prise pour commémorer les grands hommes. Et quand je me suis présenté pour dire ben moi je voudrais faire un Victor Hugo m'intéresse depuis longtemps, et j'avais donc la détermination, tout de suite je dis, c'est pour mettre à quel endroit? Parce qu'une sculpture monumentale, il faut la prévoir avec son site définitif. Et le site définitif, ah ben c'est à vous de le trouver. Moi, si vous ne savez pas où vous allez le mettre, je ne vais pas me mettre à chercher un Victor Hugo.
parce que celui qui m'intéresse, c'est celui vraiment qui dit merde à Napoléon III. On attend un certain temps, il y avait un certain budget de voter. J'ai dit, pour moi, Victor Hugo, c'est un granit situé dans un endroit qui me permettra de réfléchir. Et à ce moment-là, il y avait à côté de moi, en Vendée, je faisais une sculpture pour Yaoundé. Il me dit, est-ce que vous voulez faire un symposium à Plouguerneau? Je dis, mais où est Plouguerneau? Il me dit, c'est au nord de Brest. J'ai dit, bon, c'est d'accord, je viens. Et il me trouve une belle situation sur une falaise, un peu isolée, mais la situation était belle pour le monument. Pour travailler en carrière, j'ai mis 1 mois et demi à peu près. Il y avait la base acier, il y avait trouvé son aplomb. Et là, j'étais vraiment très, très satisfait de la façon dont ça a évolué. Et il y est toujours. Quelques amis y passent de temps en temps et m'envoient des photos où Victor Hugo est immuable. Et au plus haut trône du monde, nous ne sommes assis que sur notre cul.